l'impression que c'est une évidence géographique qui remplacerait celle que l'on connaissait dans notre enfance, enfin en tout cas pour ma génération. Autrefois, on parlait d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est, qui étaient des catégories géographiques qui correspondaient à des zones à peu près homogènes, que ce soit géographiquement, en géographie humaine, en géographie économique et même en géopolitique. Et depuis une quinzaine d'années, et en fait depuis le tournant d'Obama qui a parlé de pivotement vers l'Asie, Pivot to Asia, on a vu apparaître ce discours sur l'Indo-Pacifique qui est finalement un récit américain qui essaye de se concentrer sur en fait un seul acteur, et donc pas du tout les océans ni Indiens ni Pacifiques, mais sur un seul acteur, la Chine. Et la question est comment est-ce que j'endigue la puissance chinoise, comment je contiens le rival chinois. Au XXe siècle, il y avait un livre d'Alain Pierrefitte qui s'intitulait « Quand la Chine s'éveillera ». Alors, ça avait fait beaucoup de bruit dans les années 70, et puis tout le monde regardait ça du coin de l'œil. 50 ans après, la Chine s'est clairement réveillée, elle pèse un tiers ou un quart de l'économie mondiale, c'est réellement le rival, en tout cas économique, technologique et stratégique des États-Unis. Et c'est justement ce pays qui est émergé, qui est devenu un rival, qui suscite l'inquiétude américaine et qui a provoqué ce retournement des priorités stratégiques américaines qui étaient autrefois tournées vers, pour faire simple, l'Europe et le Moyen-Orient et la Russie, et qui est aujourd'hui tournée vers le Pacifique et donc la Chine. Il faut se méfier des appréciations binaires, schématiques, qui sont juste dans la stricte opposition entre du blanc et du noir. La mondialisation et donc l'émergence de la Chine, c'est aussi accompagné d'une redistribution, d'une intégration locale et régionale, justement, de cette mondialisation. Et c'est-à-dire que si en 2000 ou 2002, la Chine était proprement l'atelier du monde, aujourd'hui, 25 ans après, on s'aperçoit que vous avez un commerce interasiatique qui a pris le pas et qui fait que finalement, tous les voisins de la Chine sont désormais des ateliers de la Chine, des sous-traitants de la Chine qui vont approvisionner la Chine, qui aura dorénavant un rôle d'intégrateur, sachant que dans son processus d'évolution économique, elle était tournée exclusivement sur l'export et elle doit maintenant aussi nourrir son marché intérieur. Tout ça pour dire que les phénomènes ne sont pas univoques, que vous avez plusieurs choses et que toutes ces puissances moyennes qui entourent la Chine, ces puissances asiatiques, ont l'habitude millénaire justement de ce mastodonte chinois, et ce n'est pas parce qu'il a eu une période de faiblesse entre le XVIIIe et le XXe siècle qu'eux l'ont oublié. Et donc des puissances comme le Vietnam, la Corée, le Japon, l'Indonésie, la Thaïlande ont l'habitude finalement de devoir composer avec ce voisin chinois qui est très encombrant bien évidemment, mais qui est là et c'est un fait géographique et sera immuable. Donc ils sont obligés de composer avec, et il est un peu absurde de vouloir dire ils sont avec nous ou contre nous. C'est pas comme ça que ça se passe. Le déclenchement, c'est l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Et dans la mémoire historique et géopolitique américaine, le front Pacifique prend largement le pas sur le front européen. Et la guerre du Pacifique a plus marqué les mémoires, et d'ailleurs l'histoire de l'armée en nombre de victimes de l'armée américaine que le front européen. Donc oui, bien évidemment, les batailles de Guam, d'Okinawa, etc., font partie de l'histoire américaine. Et d'ailleurs, on voit que le dispositif jeté par les Américains à la sortie de la guerre, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit aux Philippines, à l'origine était fait pour contenir finalement une éventuelle résurgence japonaise. Et puis, 1949, arrivée des communistes au pouvoir, et donc on a un raidissement qui dure une vingtaine d'années, jusqu'à la détente de 1972, avec la manœuvre de Kissinger et la reconnaissance de la Chine populaire à partir de 1972, et finalement un apprivoisement réciproque des deux puissances, jusqu'à ce que Deng Xiaoping, en 1979, lance ce qu'on a appelé les 4 modernisations,
qui est le démarrage finalement de ce processus d'émergence chinois. Cette présence américaine dans l'ouest du Pacifique était à l'origine pas destinée à contrer la Chine, pas spécialement. Et puis l'habitude aidant et les tensions aidant, etc., ils y sont restés. Et quand Obama arrive et qu'il dit pivotement vers l'Asie, eh bien finalement toutes ces bases, tous ces dispositifs sont un formidable actif stratégique qui va être mobilisé pour la nouvelle stratégie. Tout à fait marginal, parce que dans l'océan Indien, elle n'est présente que dans la partie occidentale, dans l'ouest de l'océan Indien, entre la Réunion, Djibouti et Abu Dhabi. Puis dans le Pacifique, elle n'est présente que dans le Pacifique Sud, entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc sa position est marginale. Et en plus, elle, suivant le mot du président Emmanuel Macron, elle se veut puissance d'équilibre. Et donc, elle fait attention à ne pas être simplement alignée sur une diplomatie américaine qui serait forcément anti-chinoise, et elle va chercher des partenariats localisés, par exemple avec l'Inde ou plus récemment avec le Japon. Et elle ne va pas chercher à se confronter directement avec la Chine, ce qui est prudent compte tenu des moyens que l'on peut mettre à profit de cette zone-là. On n'a plus les moyens de réellement peser. On a deux incertitudes, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout assuré de la pérennité de la ligne stratégique chinoise actuelle, sous la houlette de Xi Jinping. Il n'est pas du tout assuré que cette politique assez affirmative, éventuellement provocatrice, perdure, et on peut avoir un retour à une position plus prudente et plus conforme à l'histoire chinoise traditionnelle. Mais on a bien évidemment beaucoup d'incertitudes sur les destinées américaines, puisque Trump est un personnage, mais il est quand même vieillissant. C'est son deuxième mandat, et rien ne dit que la politique actuelle sera poursuivie, suivant les mêmes errements, par ses successeurs. Quel que soit l'endroit, de regarder les cartes, de varier les échelles, de varier les représentations, de retourner les cartes et de toujours se mettre à la place de l'autre et d'essayer de regarder, vue de Pékin, vue de Tokyo, vue de Séoul, vue de San Francisco, vue d'Hawaï, vue d'Ho Chi Minh Ville, comment se pose le problème géopolitique.